Eh bien, bonjour et bienvenue dans Divergence politique. En ce jeudi 27 mars, on va parler de la défense européenne. On va parler un petit peu de l'état militaire, justement, de nos armées en Europe, en France et dans le reste de l'Europe. Et puis, on va parler, bien entendu, de tout ce qui nous inquiète actuellement, cette question de budget européen qui viendrait être supranational à notre souveraineté nationale. Pour tout ça, on va en parler avec Geoffroy Bollé dans cette émission. Mais avant ça, je vous rappelle de vous abonner, s'il vous plaît, à la chaîne, de ne pas oublier de mettre un petit like, de mettre la cloche, d'activer la cloche pour pouvoir avoir les notifications sur les précédents épisodes ou sur les futurs épisodes, pardon. Et puis, concernant justement les précédents épisodes, eh bien, je vous renvoie à l'interview que l'on avait réalisée de Florian Philippot il y a de ça quelques jours, une dizaine de jours. Allez retrouver la vidéo. Demain, on sera en live avec Jean-Frédéric Poisson. On aura Nicolas Mirkovic samedi pour nous parler de la Serbie. Il y a plein d'émissions à venir. Il y aura Jacques Sapir en début de semaine. Donc, n'oubliez pas la petite cloche. Tout de suite, générique. Nous sommes en guerre. Geoffroy Bollé, bonjour, 1000 fois merci de nous consacrer du temps sur Divergence politique. Vous êtes membre du Bureau national des Patriotes, vous êtes expert sur toutes ces questions justement de défense. C'est un sujet qui fait peur actuellement, Geoffroy. Oui, merci pour votre invitation. Oui, c'est un sujet qui est très prégnant dans l'actualité, on le voit, et qui malheureusement, du côté des européistes, réveille des ambitions et des projets qui sont pour le coup très inquiétants pour la France, pour sa souveraineté, pour son indépendance et pour son avenir. Également inquiétant parce qu'on voit que toujours du côté des européistes, il y a une volonté dans le cadre du conflit entre l'Ukraine et la Russie, non pas de résoudre cette guerre, mais de la maintenir, voire de l'amplifier, de l'aggraver. Là aussi, on y reviendra, je pense, mais il y a des arrière-pensées politiques et idéologiques qui sont très claires. On voit que l'Union européenne a besoin de cette guerre pour exister, a besoin de cette guerre pour faire avancer son agenda fédéraliste. Et donc, c'est face à tout cela qu'il faut se mobiliser. C'est ce que font les patriotes depuis maintenant un certain temps. Absolument. Alors, est-ce qu'elle a besoin, cette Union européenne, est-ce qu'elle a besoin de sa guerre ou est-ce qu'elle a besoin de la peur d'une manière globale? Parce que finalement, la guerre n'est que la nouvelle, je dirais, fashion victime de cette Union européenne. On l'a connue avant, notamment sur la question Covid. Est-ce que cette peur entretient la capacité justement de l'Union européenne à s'imposer au-dessus même des États et en l'occurrence d'une autre, de la France? C'est le but. Effectivement, on l'a vu, vous avez cité le Covid, l'Union européenne a besoin des crises pour exister et a besoin des crises pour avancer. Il faut bien voir que l'Union européenne est un projet qui est en échec sur tous les plans. Si l'on reprend toutes les promesses qui avaient été faites par les partisans de la construction européenne depuis, on n'a même pas besoin de remonter à 50 ans, on va remonter il y a 30 ans, depuis Maastricht, absolument rien n'a été tenu. Ni en termes de prospérité économique, ni sociale, ni en termes d'hypothétique puissance politique, il n'y a rien. Donc, l'Union européenne étant en échec, pour avancer, elle ne peut que instrumentaliser les crises, voire les créer, ce qui est encore plus grave, mais à défaut de les créer, déjà quand une crise survient, l'instrumentaliser pour essayer de s'accaparer des pouvoirs supplémentaires. Donc pendant le Covid, c'était très clair, elle a essayé et elle s'est accaparée des compétences en matière de santé. Et maintenant, elle essaye de le faire en matière de défense, en matière militaire, à l'aune de la crise et de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais évidemment, ça ne date pas d'hier. L'Europe de la défense, c'est un vieux serpent de mer qui remonte à très loin. C'est même, si l'on fait un peu d'histoire, le tout premier projet fédéral européen, la fameuse CED qui a été rejetée en 1954, la Communauté européenne de défense, et qui visait, donc c'était avant la construction européenne sur le charbon et l'acier, et qui visait à créer une armée européenne commune avec un commandement unifié. Donc, vous voyez, ça remonte à très loin. Heureusement, à cette époque, ça avait été rejeté.
D'ailleurs, c'est très intéressant de faire des parallèles entre ce qui s'est passé en 1954 et aujourd'hui, parce que en 1954, la menace russe, qui était donc la menace soviétique, la menace communiste, avait un peu plus de réalité qu'aujourd'hui. Et pour autant, en 1954, alors que la France n'avait pas encore d'armes nucléaires, les députés français ont eu le courage et la lucidité de rejeter ce projet qui aurait été catastrophique pour l'indépendance du pays. Aujourd'hui, on voit que les arguments sont un peu les mêmes, sauf qu'il n'y a même plus la réalité historique. Donc on va fantasmer et exagérer une menace russe dans le but de faire avancer ces projets d'Europe de la défense qui sont au cœur du fédéralisme européen. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une fois que l'Union européenne aura acquis des compétences en matière militaire, elle aura tout le panel d'un État fédéral classique. Elle aura sa monnaie, elle a déjà son marché, elle a sa justice, il lui manque que l'armée. Et donc, vous voyez, elle aura toutes les cordes à son arc pour devenir ce fameux État fédéral qui signifierait ni plus ni moins la disparition de la France. Alors, aujourd'hui, l'Europe de la défense, donc on pourrait revenir, mais qui effectivement monte avec l'instrumentalisation des crises, ça peut vouloir dire deux choses. Soit ce que je vous parlais avec la CED, ce vieux rêve européen d'une armée européenne commune, qui est toujours dans l'esprit des européistes, qui serait vraiment alors là une catastrophe absolue, soit plus en termes d'économie de la défense, essayer de créer une Europe de la défense économique avec des groupes européens et puis un marché européen de la défense. Ces deux projets ne sont pas du tout antinomiques, ils peuvent avancer en parallèle, ils se complètent d'ailleurs, et donc ce sont ces deux réalités-là qu'il faut regarder et qu'il faut combattre. L'un comme l'autre, que ce soit l'armée européenne ou, on va dire, une économie de la défense européenne, la France n'y a aucun intérêt. L'armée pour des raisons évidentes d'indépendance et l'économie parce qu'aujourd'hui, la France s'en sort très bien. La France est une puissance exportatrice en termes d'armement. La France a son industrie de défense et n'a strictement aucun intérêt économique, aucun intérêt politique à européaniser son industrie militaire. Donc, c'est deux choses qu'il faudra combattre, évidemment, et c'est ce à quoi, nous, en tout cas, aux Patriotes, on s'emploie, parce que voilà, les projets avancent, on voit que du côté de la Macronie, on souffle pour faire naître cette Europe de la défense, soit par le biais économique, soit à terme par la création d'une armée européenne, et que les oppositions en face ne s'y opposent pas vraiment. Franchement, on y reviendra aussi, mais quand vous voyez le Front National sur ces questions-là, on sait que... Et je vous taquine, je disais les qui les qui vous parlez d'opposition, alors je n'ai pas effectivement compris de qui vous parliez. Non, mais, et c'est amusant, il y en a à ce point pas que même le RN, voilà, certains espèrent de temps en temps voir un peu de relent patriotique dans ce mouvement. On voit que maintenant, autour de Jordan Bardella, je pense notamment à M. Thionnet qui s'occupe des questions de défense au Parlement européen pour le Rassemblement national, on a totalement adopté le vocabulaire macroniste sur l'Europe de la défense, sur la préférence européenne en matière d'armement. Or, ce sont des pièges, ce sont d'authentiques pièges. Et je l'avais expliqué, si par exemple vous mettez en place une priorité européenne dans l'armement, ça veut dire que, en fait, vous étendez les règles du marché européen à l'armement. Or, ça ne garantit absolument pas que les intérêts français seront défendus. Si vous faites une priorité européenne dans l'armement, ça veut dire que lorsque la France, par exemple, passe commande ou fait un appel d'offres, on va dire, pour se doter d'un armement, de matériel militaire, elle devra l'ouvrir à des concurrents européens. Alors qu'aujourd'hui, elle se fournit quasi essentiellement auprès de son industrie nationale. Donc, si demain, vous faites un marché européen de l'armement, ça veut dire que la France va devoir mettre en concurrence ses industriels nationaux avec des industriels européens. Comme je viens de vous le dire, la quasi-totalité de notre besoin militaire est assumée par notre industrie. Si vous ouvrez cette concurrence au niveau national, ça veut dire que vous allez perdre des parts de marché au profit de groupes européens. Et inversement, dans les pays européens qui actuellement s'équipent assez largement en matériel américain, si vous mettez une priorité européenne, on peut se dire sur le papier c'est pas mal, sauf que rien ne garantit que les marchés futurs seront gagnés par des entreprises françaises. Les autres pays européens, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Suède, ont tous une industrie de l'armement qui est capable, le cas échéant, de répondre aussi à leurs besoins. Donc,
voyez, dans les deux sens, rien ne garantit que la France gagne des marchés au niveau européen, sachant qu'actuellement, l'Europe n'est pas un marché de premier ordre pour l'industrie militaire française. Hein. Le gros des exportations militaires françaises se fait en Asie et au Moyen-Orient et un peu en Amérique, très marginalement au niveau européen. Et donc, nous, on a absolument rien à y gagner. On n'a absolument rien à y gagner. Au contraire, généralement, tout ce que touche l'Union européenne se traduit par une dégradation des intérêts français. On l'a vu dans tous les domaines, dans le commerce, dans l'agriculture. Il est certain que si demain l'Europe met la main sur la défense, que ce soit au niveau économique ou au niveau militaire, cela se traduira par un déclassement de la position française. Alors, ce qui est intéressant peut-être de poser comme question, c'est quel est le but final? On a aujourd'hui une impératrice à la tête de l'Union européenne. Est-ce qu'elle se souhaite générale en chef d'une prétendue défense européenne? Est-ce que, côté français également, Emmanuel Macron s'envisage un futur à l'Europe une fois son second mandat terminé, en sachant qu'il y a aussi là des interrogations? Beaucoup commencent à amorcer la pompe médiatique d'un potentiel troisième mandat qui serait inconstitutionnel, mais dont on commence à nous dire que, et finalement, pourquoi pas. Est-ce que, voilà, il y a une tentative de roue de secours pour le président Macron? Est-ce qu'il y a une tentative de pouvoir absolu de la part de Ursula von der Leyen? Est-ce que c'est ça vers quoi on va? Il est certain que les ambitions personnelles des uns et des autres se confondent avec un agenda politique qui les dépasse. Je veux dire par là, le fédéralisme européen, c'est une réalité qui est depuis longtemps en marche, sans faire de mauvais jeu de mots, et qui peut advenir voilà, à l'aune des crises que l'on vient d'évoquer et qu'il faut combattre. Là-dessus se greffent forcément des ambitions personnelles. Dans le cas de Macron, qui font fi largement des intérêts de la France, cet homme n'a jamais pensé qu'à lui, et étonnamment aux intérêts de puissances étrangères, je pense aux États-Unis et à l'Allemagne, mais sinon il ne pense qu'à son intérêt. Donc vous avez tout à fait raison de dire que très certainement qu'il se rêve en futur président d'une Europe fédérale. Il trouvera peut-être sur son chemin la concurrence d'Ursula von der Leyen, qui là aussi nourrit à mon avis des ambitions évidentes. Et quant à faire un troisième... Tout simplement. Pardon? Je disais qu'il a pris goût au pouvoir. Oui, qui a pris goût au pouvoir, c'est évident. Et est-ce que dans ce chemin, il aurait besoin d'hypothétiquement prolonger son mandat ou d'en faire un troisième? Tout est possible. Je pense que c'est un opportuniste terrible et qui fera tout ce qu'il peut pour jouer son intérêt, y compris voilà, des options qu'on aurait qualifiées de farfelues ou d'irréalistes il y a quelques années encore. L'histoire du troisième mandat, c'est quand même quelque chose, on se dit, bah non, la Constitution ne le permet pas. Oui, mais les constitutions, on l'a vu dans d'autres pays, peuvent être tordues et retordues, réinterprétées, soumises à des jurisprudences de Cour suprême ou de Conseil constitutionnel qui en réalité font à peu près ce qu'ils veulent. Et donc tout est possible. Et même dans les textes français, vous avez des éléments qui disent que lorsqu'il y a des crises graves, en situation de guerre ou autre, on ne peut pas tenir des scrutins parce qu'il faut que des conditions soient réunies pour que le suffrage s'exprime normalement. Donc, vous pouvez toujours créer des situations exceptionnelles pour prendre des décisions exceptionnelles et on est à l'abri de rien. Moi, je ne crois pas du tout, et aux Patriotes, on en a fait l'analyse plusieurs fois, que nous soyons encore réellement dans un état de droit. Je ne nous sens absolument pas protégés par nos normes prétendues suprêmes. Le Covid en a été une démonstration flamboyante. Hein. Nos libertés fondamentales, normalement, étaient quelque chose d'indépassable et d'intouchable. Et elles ont été piétinées largement, piétinées par les institutions même censées les protéger, que ce soit le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel. Donc, tout est possible. Si la crise, et je pense que la crise avec l'Ukraine et la Russie, l'Union européenne va tout faire pour qu'elle s'aggrave, venait à s'étendre, alors tous les scénarios que nous venons d'envisager sont du domaine du réalisable. Et c'est dramatique. Alors, peut-être dernière question, et pour revenir à la question
purement matérialiste de la défense. Je renvoie à la vidéo, notamment l'interview que l'on a tournée du général de Havard. On a parlé justement avec lui de la défense française, de l'armée française, de son État. Si on ramène ça donc au niveau européen, quel est l'état de l'armée européenne et est-ce qu'on est véritablement dans un mythe ou un fantasme qui n'a aucune chance de voir le jour, ou est-ce qu'il y a quand même la base ou le terreau d'éventuelles troupes qui seraient gouvernées d'ailleurs par qui? Bonne question. C'est un mythe, encore, même si de moins en moins, et on doit tout faire pour que ça ne devienne ni une réalité ni un avenir. Mais il ne faut pas s'imaginer que c'est si loin que cela. Je vous l'ai dit, quand vous regardez le projet de la CED en 1954, d'une certaine manière, la voie a été tracée. C'était en fait les États concrètement auraient mis leur propre armée à contribution, leur propre régiment, au sein d'unités communes avec un commandement unifié. Et donc, vous auriez eu ainsi la création d'une armée européenne avec interdiction, c'est très intéressant quand vous regardez le texte de 1954, interdiction aux États de posséder une armée nationale propre en Europe. Il faut se souvenir qu'en 1954, on avait encore un empire colonial. Donc, en fait, dans ce schéma, la France aurait le droit d'avoir des forces militaires pour, on va dire, la police coloniale, mais n'aurait pas eu le droit d'avoir de forces militaires sur le territoire européen. Donc, très rapidement, si vous avez des dirigeants traîtres à leur pays qui décident de mettre leur armée sous un commandement unifié, virtuellement, vous l'avez, votre armée européenne, du jour au lendemain. L'OTAN, d'une certaine manière, ce n'est pas autre chose. C'est des armées nationales qui sont mises sous un commandement unifié, le commandement de l'OTAN, qui est un commandement américain. Donc, assez rapidement, si vous voulez agréger toutes les armées nationales d'Europe en une armée européenne, vous pouvez le faire. Ça ne veut pas dire que ce sera efficace. Quand je dis vous pouvez le faire, ça ne veut pas dire que ce sera facile à faire sur le plan juridique, mais il n'y a pas de difficulté théoriquement. Voilà, ça peut se faire. Ensuite, la question est-ce que ce sera efficace sur le plan militaire? Il est très probable que non, puisqu'on manque d'une culture de défense commune en réalité. On n'a pas d'expérience de la guerre d'une part. Et en fait, la véritable faiblesse du tissu industriel en Europe, que vous preniez tous les pays européens ensemble ou les pays européens séparément, c'est qu'on n'a pas la capacité de nourrir un conflit, en fait, en termes de haute intensité, comme on dit. On n'a pas la capacité industrielle de fournir des munitions, de nouveaux matériels en cas de destruction, en des quantités suffisantes et en un temps suffisamment court. Donc et ce problème, vous pouvez additionner tous les pays européens, vous l'avez toujours. Et c'est ce que l'on voit dans le cas de l'Ukraine. Et c'est pourquoi l'aide américaine est si essentielle. C'est parce que réellement, l'Europe ne peut pas suppléer à cela. Mais peu importe, je ne pense pas que nous ferons la guerre à la Russie. Je pense juste que l'Europe a besoin d'un conflit extrêmement permanent, en réalité, pour mettre en place ce projet-là. Et ce projet-là, ce n'est pas la Russie qui le menacerait, c'est les États européens. Voilà, c'est une fois que vous avez votre armée européenne, une fois que vous avez une Europe dotée de compétences militaires, il n'y a plus aucun levier de souveraineté laissé à la main des États et donc vous disparaissez. C'est vraiment la disparition de la France qui est en jeu. Si vous enlevez à la France son armée, l'armée française, en tant qu'État souverain, il ne lui reste plus rien. Et là, et ça, ces projets avancent. Je veux dire, déjà, l'Union européenne a une politique étrangère propre. Alors, ça remonte à Maastricht et à la politique de sécurité et de défense commune, mais maintenant, elle a un commissaire européen à la défense, elle a un haut représentant aux affaires étrangères. D'ailleurs, vous remarquerez que le commissaire européen à la défense actuel est un Lituanien. Il s'appelle Andrius Kubilius, quelque chose comme ça, on dirait un sorcier dans Harry Potter. Et la haut représentante aux affaires étrangères, c'est une Estonienne. Ça veut dire que la politique étrangère et la politique de défense de l'Union européenne ont pour porte-voix des pays qui ont un énorme problème, et on ne les accable pas, on peut les comprendre, un énorme problème historique avec la Russie. Et c'est ça qui va orienter ensuite la politique étrangère, la politique de défense de la France, qui n'a évidemment aucun intérêt commun, là pour le coup, avec ceux de l'Estonie et de la Lettonie. Or, ce sont ces pays qui désormais déterminent notre politique étrangère au niveau européen. Donc, chacun doit bien réaliser où on en est, à quel point nos dirigeants ne défendent plus l'intérêt national, à quel point cet intérêt national est oublié, et à quel point les projets d'Europe de la défense, que ce soit au niveau économique ou au niveau militaire, doivent être combattus, sinon notre pays disparaîtra. C'est vraiment la dernière zone de force
même sur le plan économique, je l'ai dit plusieurs fois au cours de l'entretien, mais c'est notre dernière zone de force, hein, la défense. Hein, on a une balance commerciale extraordinairement déficitaire. Le seul secteur qui sauve un peu la mise, c'est l'aéronautique et la défense. Vous voyez, donc si on perd ça, bah, on perd tous nos atouts. Voilà. Donc, alors, justement, vous l'avez dit, il faut en prendre conscience, il faut, sans avoir un discours qui soit celui de la dramatisation et qui fasse peur aux gens, il faut, ceci étant, éveiller leur perception et leur compréhension de la situation. Aux Patriotes, vous êtes extrêmement actifs, justement. Comment on fait, ou qu'est-ce que vous faites, ou qu'est-ce que vous proposez, ou qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir un petit peu de ce narratif qui semble nous être imposé? Exactement. Bah, nous, on est assez actifs et dynamiques sur tous les plans, hein. Évidemment sur les réseaux, sur Internet, sur les médias alternatifs comme le vôtre. Et d'ailleurs, vous contribuez, vous, à votre niveau aussi, en fait, et même très largement à l'éveil des consciences. Et puis également, au sein de la politique, dans toutes ces dimensions, nous, les Patriotes, on est très actifs sur le terrain. On organise ce week-end, samedi, donc à Paris, au départ de la place du Palais Royal à 14h, une grande manifestation pour la paix, où effectivement on proteste contre le narratif de guerre qui est alimenté par l'Union européenne et toutes les initiatives qui sont prises pour empêcher, pour le coup, la paix qu'essaye de mettre en œuvre l'administration Trump. Et donc, on fait une grande manifestation pour la paix, une grande manifestation pour la défense de la France également, parce que généralement, quand on se bat pour la paix, on se bat aussi pour le Frexit, on se bat pour notre pays. Et elle est au départ donc, du Palais Royal à 14h samedi. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Celle que nous avions organisée il y a 2 semaines déjà. Avait déjà été pleine de succès, effectivement. Exactement. Elle avait été, alors évidemment pas relayée par la presse française, mais il y a eu un fort écho sur la presse internationale. Et donc, il faut répéter ce type de manifestation, d'opération, j'allais dire, pour que les gens voient que ce qu'ils entendent sur les médias français n'est pas la seule et unique voix. Hein, parce qu'évidemment, il y a une espèce de propagande massive. Vous en savez quelque chose. Bon, le meilleur moyen de faire entendre une voix dissonante et divergente, c'est de s'imposer dans la rue, d'aller directement dans l'oreille physique des gens pour leur faire entendre autre chose. Et c'est vrai que c'est une spécificité des Patriotes que d'entreprendre des actions sur le terrain. Je précise aussi qu'en province, les gens pourront aller voir sur le site des Patriotes, en province, d'autres manifestations et rassemblements sur le même thème sont organisés ce week-end. Donc, on ne se mobilise pas qu'à Paris, on se mobilise également dans toute la France. Eh ben ça, c'est super. Donc, pour récapituler, samedi, à partir de 14h, place du Palais Royal. Exactement. Pour cette grande marche pour la paix, eh bien, venez quels que soient vos horizons politiques ou vos avis. C'est pas important. Ce qui est important, c'est de soutenir effectivement cette volonté de sortir du narratif imposé par ce que moi j'appelle les médias de grand chemin. Et voilà. Et en l'occurrence, ces Patriotes le font. Donc, écoutez. Oui, c'est vraiment ouvert à tous. Et d'ailleurs, en fin de manifestation, les prises de parole ne sont pas des prises de parole exclusivement de Patriotes. Évidemment, Florian Philippot fait un discours de conclusion, mais vous avez d'autres personnes, Régis Le Sommier et plein d'autres intervenants qui ne sont pas des Patriotes étiquetés et qui évidemment sont invités et participent et viennent. Non, on a toujours été dans des démarches d'ouverture transpartisane. On est juste la force organisatrice. Voilà. Voilà. Tout le monde est le bienvenu. Donc, si vous êtes citoyen, que vous aimez la France, que vous ne voulez pas vous résoudre à la voir partir sur cet axe guerrier et négatif de ses intérêts, qui va à l'encontre de ses intérêts, venez donc samedi, je le répète une dernière fois, samedi à partir de 14h, place du Palais Royal à Paris, et puis suivez en province ces différentes activités qui sont proposées pour pouvoir continuer le mouvement lorsqu'on n'est pas parisien. Monsieur Mollet, 1000 fois merci, c'était absolument passionnant. Je sais qu'il y a beaucoup de débats actuellement, notamment sur la question de faut-il aller vers un Frexit ou faut-il faire exploser l'Union européenne de l'intérieur? C'est des sujets absolument passionnants. J'aimerais vraiment sur cette chaîne qu'on y revienne sur ce débat de l'explosion interne de la supernova ou simplement de l'étoile filante qui va voir un petit peu ailleurs si on y est. En tout cas, 1000 fois merci. Puis je vous dis bonne chance pour cette Merci à vous.
Merci à vous, merci pour votre travail et bon courage et au plaisir pour d'autres débats sur d'autres thèmes quand vous voulez. Voilà. À bientôt. Merci, à bientôt. Sur Divergence. Yo.